Donc, mesdames, messieurs, l'Institut national d'histoire de l'art et le château de Fontainebleau sont heureux de vous recevoir pour cette 9e édition du Festival de l'histoire de l'art. Nous allons débuter cette deuxième journée avec une conférence par Madame Lemaine, qui est donc professeure émérite en histoire de l'art contemporain à l'Université de Paris-Nanterre, qui sera suivie par un atelier tenu par Madame Anselène, professeure au lycée Marguerite de Valois à Angoulême et enseignante chargée de mission au sein du FRAC de l'Académie de Poitiers. Voilà, donc je vous souhaite une bonne conférence atelier. C'est toujours en train de se copier. Bonjour et excusez-moi de ce retard. Voilà, ça y est, c'est copié, donc c'est bon. Je le sors. Tenez, Et donc ça se met ici. Je vais sortir ça. Okay, parfait. Allez-y. Pourquoi elle n'est pas... Voilà. C'est bien celle-là. Présentation. Non, ça c'est la conférence. Université de printemps, c'est celle du dessus. D'accord. Ouais. Ça marche? C'est collé. Un monsieur tout à l'heure m'a dit que toutes les conférences étaient enregistrées, qu'il fallait bien parler dans le micro. Ah, quelle horreur, parce que c'est complètement... Alors, c'est un peu improvisé. Bon, il paraît qu'il faut parler dans le micro. Et j'avais compris, enfin, on en a beaucoup discuté de l'organisation de cet atelier, donc on a convenu que j'allais intervenir d'abord, mais c'est quand même pas vraiment une conférence que je vais présenter, c'est plus donner quelques idées, lancer la discussion, et ensuite on a convenu que vous alliez réfléchir à quelques exemples et quelques pistes en lien avec les programmes. Voilà, alors on a discuté ensemble d'une thématique qui est celle de la transformation en icône, pourrait-on dire, des œuvres d'art. C'est pas exactement la question du musée d'art modeste que vous avez entendu hier, puisque dans le musée des arts modestes, ce sont les petits éléments du quotidien qui sont transformés, qui prennent une valeur esthétique, qui sont regroupés, etc., installés. Donc c'est un petit peu autre chose. Ici, il s'agit vraiment de se poser la question de la façon dont les œuvres d'art ont été reproduites jusqu'à l'infini. Et évidemment, aujourd'hui, dans la société du numérique, jusqu'à... C'est sans fin, c'est illimité. Et le point sur lequel je voudrais intervenir, c'est le fait que toujours, depuis la Renaissance, on a été dans une société de la reproduction pour le livre illustré, pour le livre, qui était, par principe même, le livre reproduit la pensée en éditant des exemplaires d'un même texte et en multipliant les exemplaires d'un même texte. En ce qui concerne les œuvres d'art, la question était plus complexe, parce que pour les œuvres d'art, ce qui est important, ce n'est pas seulement la reproduction de la pensée, c'est aussi la reproduction d'une œuvre. C'est-à-dire, il y a une matérialité qui est en cause, des techniques, un support, une façon de le travailler, etc. Et donc, on n'était pas tout à fait dans la même situation. Pourtant, très rapidement, et presque en parallèle de l'invention de l'imprimerie, on a eu l'invention de la gravure, qui était une façon de reproduire les images et de les reproduire non seulement pour les transmettre, ce qui est une des questions que nous nous posons, mais aussi pour les transmettre à d'autres artistes, et notamment aux arts appliqués. Donc la gravure a joué une fonction de diffusion à travers les expressions de l'art,
des œuvres de référence. Et puis d'autre part, il y avait un autre principe très important, évidemment, dans la théorie esthétique, qui est exprimé d'ailleurs par Quatremer de Quincy au début du XIXe siècle, c'est le fait que pour pouvoir créer, l'artiste doit se former par l'imitation et par la reprise des travaux des maîtres. Donc ce principe de la mimésis, en fait, de l'imitation, de la transmission par l'imitation, était évidemment une valeur importante qui a fait que c'était aussi une des fonctions de la gravure, la fonction de ce qu'on a appelé la gravure de reproduction. Et en fait, tout cela éclate en quelque sorte à peu près à la mi-19e siècle. C'est ça qui est important et c'est de ça que je voudrais parler. Le signe le plus flagrant, c'est pour tous, c'est l'invention de la photographie, puis l'invention du cinéma, l'image fixe, l'image mobile, des images qui ne dépendent pas de la main humaine, qui dépendent plutôt du regard et de la technique. Et à ce moment-là, les artistes ont dû s'accorder avec une multiplicité de techniques de reproduction qui existaient simultanément. Donc ça, c'est une des questions intéressantes de ce propos. Et tout commence à la fin du XVIIIe siècle, avec l'invention de la lithographie, qui est la première technique qui a été un procédé chimique de reproduction et qui a permis de reproduire le dessin tel qu'il apparaissait pratiquement. On pouvait dessiner sur une pierre lithographique et ensuite on l'imprimait, ce dessin, dans un certain nombre d'exemplaires. On pouvait imprimer aussi bien du dessin que de l'écriture, que des notes de musique. Et en fait, la lithographie, à l'origine, a été pensée, ou des cartes de géographie. Donc c'était vraiment un mode de reproduction graphique dans toute l'ampleur des significations du terme et de la notion du grapheim, qui est écrire et dessiner à la fois. Et puis ensuite, il y a eu d'autres techniques de reproduction. Lors de la conférence d'hier, j'ai beaucoup parlé d'une technique qui était celle de la gravure sur bois, qui a permis de multiplier, de remplir les illustrations, les pages des livres et les pages des journaux de gravure. Et ces gravures, évidemment, ont contribué à la diffusion du patrimoine artistique qui commençait à se constituer, puisqu'aussi se constituait, c'était le temps des musées à ce moment-là, qui avait commencé à l'époque de la Révolution et qui se poursuivait tout au long du XIXe siècle. Le temps des collections aussi. Et donc, cette multiplication de gravures dans les journaux, dans la presse, aussi par planches séparées, par des techniques qui ont été de plus en plus nombreuses, techniques en noir, puis techniques en couleur, ça a permis de rendre possible l'accès à distance, en fait, des images et du monde des images. Mais est-ce que ce monde des images, c'est le monde des œuvres d'art ? Quelle est la différence entre l'œuvre d'art en original, telle qu'on va la voir au musée, la voir face à soi, avec le rapport d'échelle corporelle aussi, de la taille de l'œuvre, la matérialité, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, et la réduction en timbre-poste des images ou en chromolithographique, etc. L'invention du timbre-poste a été un moment important pour tout cela. Ça date de 1840 très précisément, et ça a été pour la France marqué par le lancement en 1848 du timbre qui représentait la République. Mais justement, ça a été une petite marque qui pouvait se diffuser comme ça, se disséminer très très largement à des millions d'exemplaires sur tous les envois postaux. Donc voilà, après ça c'est un peu l'introduction générale que je voulais faire. Maintenant je vais en revenir davantage au texte que j'avais préparé et pour introduire un petit peu ce séminaire. Donc nous sommes aujourd'hui dans une phase d'histoire des images qu'on pourrait appeler celle de la reproductibilité généralisée.
elle s'articule évidemment avec un questionnement qui est tout à fait actuel et qu'il est important de poser à vos élèves, je pense, et à la génération qui vit dans ce nouveau système des images. C'est celui de la place des images dans nos façons de penser. Et alors évidemment, il y en a toutes sortes de symptômes. On pense tout de suite aux interrogations sur Google Images qu'on peut faire, mais plus curieux, et c'est tout ce qui s'annonce avec le fait qu'on va pouvoir bientôt faire des recherches, par exemple sur des couleurs. C'est déjà possible depuis plusieurs années. Sur Google, on peut chercher le mot couleur, on peut chercher une couleur, et maintenant on peut même mettre une image dans le questionnaire et voir ce qui ressort. Ce n'est pas encore très réussi ce qui ressort, mais je pense que d'ici quelque temps, on y arrivera. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc bientôt, on va pouvoir explorer, et déjà ça a commencé, les images, non seulement par les mots qui les indexent, mais aussi à partir des composants. Je viens de donner l'exemple de la couleur, mais aussi le tracé, les formes, etc. Et aujourd'hui, comme vous le savez très bien, tout le monde le sait, en informatique, ce qui suscite le plus grand nombre de recherches, c'est tout ce qui concerne les data, la fouille des données, et la fouille des données notamment sur le cloud et sur les images stockées dans le cloud. Et comme vous le savez tous, Google Art a lancé un énorme programme de numérisation à très haute résolution des œuvres d'art des musées, ce qui pose toutes sortes de questions dont on parlera peut-être tout à l'heure. De plus, la référence aux œuvres d'art peut aussi permettre de nommer des images. Donc il y a toujours, ce qui me semble important à souligner aussi dans cette réflexion, c'est qu'on a très souvent, bien sûr les images travaillent les unes par rapport aux autres et entre elles, de plus en plus, même mécaniquement, je viens de le dire, mais aussi il y a toujours une interaction avec le texte, et notamment avec la légende, avec le titre, avec la dénomination. Et je vais vous donner un exemple avec... Attends, pardon, je crois que c'est comme ça. Avec cette photographie de la NASA, une photographie de la Lune, des cratères sur la Lune, qui a été appelée assez poétiquement d'ailleurs Lilies of the Moon. Évidemment, c'est quelque chose qui fait référence au Nymphéa de Claude Monet. Mais voilà, une photographie de la NASA, on évoque cette espèce de flottement des formes sur la surface des eaux, même là c'est la surface de la Lune. Et par comparaison, je vous ai remis une photographie d'un très grand photographe, Adjé, dont Walter Benjamin a d'ailleurs parlé, qui s'intitule précisément Nymphéa, qui n'est pas du tout prise dans le jardin de Giverny, mais qui, simplement parce qu'elle a pour titre Nymphéa, fait penser à Monet. Et évidemment, Monet, c'est un des artistes qui suscite, avec ses Nymphéas, énormément de reproductions. J'ai pris toutes ces petites photographies que j'ai mises en marge dans le musée de Tokyo, où il y a absolument une fascination pour les Nymphéas de Monet, une adoration de la peinture de Monet au Japon, qui devient donc petit mouchoir pour s'essuyer les lunettes, petit foulard, petite serviette de toilette, etc. Éventail, bien sûr, flacon de parfum. Thé aussi, enfin il y a vraiment une palette incroyable de produits dérivés de ces Nymphéas. À propos de produits dérivés, je saute un peu du coq à l'âne, mais l'idée même de produits dérivés est apparue au moment de l'exposition universelle de 1889 avec la Tour Eiffel qui a été transformée en gadget et qui a été vendue, commercialisée comme petit objet dérivé qu'on pouvait tenir dans la main et qu'on pouvait acheter comme ça. Mais les éventails que je vous présente aussi ici, qui font partie de la culture japonaise, quand ils ont été présentés dans les expositions universelles venant du Japon, c'était aussi des petits objets qui, sous certaines formes, les fukusa, pouvaient reproduire des œuvres d'art dans la culture japonaise et participaient de cette culture des produits dérivés qui étaient vendus à l'exposition universelle, qui ont diffusé non seulement l'art du Japon, une certaine manière d'art du Japon. Alors je vais revenir
Bon, mais pourquoi est-ce que je saute directement là? Oui, voilà. Donc, mon idée, c'était de commencer par quelques propos un peu de réflexion méthodologique, vous donner quelques références bibliographiques que vous connaissez probablement, mais simplement y revenir un petit peu, et ensuite donner un exemple lié à l'actualité tragique qui a été celle de l'incendie de Notre-Dame, avec l'exemple du Strige. Alors, en ce qui concerne les enjeux méthodologiques que je voudrais évoquer, je commencerai par parler de Meyer Shapiro, qui est un historien de l'art américain, qui est né en 1904 et mort en 1996, qui est extrêmement important par la compréhension très ample qu'il a donnée au sens du mot image. Il n'a pas proposé vraiment de théorie générale de l'image. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de textes courts. J'en donne quelques exemples ici. Words and images on the literal and the symbolic in the illustration of a text. Donc il a pensé la sémiotique du rapport entre le texte et l'image, la façon dont la transmission se fait entre mots et images. C'est quelque chose qui a été traduit en français, qui est disponible donc en français. Il a aussi publié un recueil, plutôt les Français ont publié un recueil d'articles de Meyer Shapiro qui s'appelle Style, Artiste, Société, qui est un ouvrage absolument majeur pour l'histoire de l'art contemporain, me semble-t-il, et pour poser cette question au sens large de l'image, qui inclut notamment un article très important sur ce qu'il appelle la notion de style, qui parle beaucoup de l'idée de style d'époque, de la reprise d'un style entre les artistes qui se transmet collectivement. Et puis aussi cet article central qui s'appelle Courbet and Popular Imagery, qui à l'origine a été publié pendant la guerre dans l'Institut Warburg, le journal de l'Institut Warburg, et qui a été traduit en français sous le titre de Courbet et l'imagerie populaire, études sur le réalisme et la naïveté, et dont un autre article très important pour l'histoire de l'art de Linda Nochlin, qui est morte cette année, qui a été vraiment une très grande historienne de l'art, aussi pour l'histoire du gender, et qui avait fait sa thèse sur Courbet. Elle s'en est beaucoup inspirée pour toutes ses réflexions sur Courbet et sur la confrontation des systèmes d'image dans la peinture de Courbet, par référence notamment à la figure de l'artiste en juif errant. Alors, c'est donc, plutôt que par un grand livre de synthèse théorique, il a pratiqué la méthode des études de cas. Il a procédé par ce que Carlo Ginzburg, qui intervient dans ce festival d'ailleurs, a revendiqué en tant que microstoria, étude de cas, et c'est une méthode qui paraît tout à fait pertinente pour réfléchir à cette question de l'histoire des images. Parce qu'il me semble qu'il est très important que l'on pense ces images en les approfondissant, en ne pratiquant pas tout le temps ce zapping dans lequel on vit continuellement, mais en essayant de comprendre ce qui se passe autour d'une image en particulier, pourquoi est-ce qu'elle est devenue une icône. Et alors, ces idées se résument et s'exposent dans sa façon de faire l'histoire de l'art, dans ses leçons, dans ses articles qui en sont les prolongements, associant étroitement théorie et pratique, enseignement et recherche. Et là, je pense que c'est, sur le plan de la méthode, quelque chose d'assez exemplaire. La cohérence de l'ensemble de l'œuvre de Shapiro, par-delà la disparité des champs qu'il a étudiés, qui sont très nombreux, est impressionnante. Je vous ai montré donc les textes qui ont vraiment une portée théorique, toujours pertinente aujourd'hui, le texte sur les mots et les images, le texte sur le style et enfin l'analyse de l'art de Courbet. Il est impossible d'entrer dans le détail, mais on pourrait rappeler aussi que cet historien de l'art, qui a été peut-être le premier historien des images au sens large, est un médiéviste à l'origine. Et que du coup, on peut penser à cette notion d'image, imago, dans la pensée médiévale qui traverse tous les supports et toutes les expressions. On peut dire qu'à l'époque médiévale, il y a une compréhension d'image qui est très très large, un peu comme elle l'est aujourd'hui dans cette ère de reproductibilité qui est la nôtre, et que du coup, la réflexion de Shapiro, qui était tirée de son expérience, de son expertise de l'art médiéval, il a vraiment écrit des textes très importants, par exemple sur Moissac,
était une réflexion qui traversait toutes les expressions de l'art, qu'il s'agisse de sculpture, de peinture, d'illustration, d'enluminure, et qui allait jusqu'au texte. En d'autres termes, cette question de l'image, elle s'articule avec ce qu'on appelle aujourd'hui la transmédialité. Ce sont les Canadiens qui utilisent ce concept, mais je pense que là, déjà, dans cette réflexion de Shapiro sur l'image, il y avait déjà ces problématiques. Ce qu'il a beaucoup montré, et qui me semble essentiel pour penser l'histoire de l'art, notamment celle du XIXe siècle, qui a connu ce basculement vers le nouveau système de l'image moderne, qui doit faire la coexistence entre l'original et le multiple, et la complémentarité de l'original et du multiple, c'est qu'il a pris en compte, par l'histoire de l'art, l'hétérogénéité des formes stylistiques. Il parlait aussi bien des affiches de Chéret à propos de Seurat que des canards populaires à propos de Courbet. Il a confronté ce qu'on pourrait appeler art répub, high et low. Et là, je reprends des titres d'exposition qui ont eu lieu à Paris, respectivement, et à New York, pour poser cette question d'image qui a été introduite dans l'histoire de l'art et dans l'histoire des mentalités, à peu près au moment où se posait la question du pop art aussi dans l'art américain. Et donc tout ce contexte du pop art a été important pour mener sa réflexion sur l'histoire de l'art contemporain. Et donc, un peu comme André Malraux l'a mené dans le musée imaginaire, ce serait une autre conférence de parler du musée imaginaire de Malraux, on pourra en parler éventuellement si vous voulez, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui, ou Aby Warburg dans l'Atlas Mélusine, qui juxtapose des images très hétérogènes dans un même support et qui les projette mentalement. Il a le goût de la discontinuité, de la disparité des images, de l'hétérogénéité des formes d'images, pour arriver à les surexposer, à les condenser. Il met en évidence des rapprochements inattendus qui transforment la compréhension des œuvres d'art et qui proposent ce qu'on pourrait appeler comme une sorte de table d'équivalence, rendue possible justement par la reproduction sur un même support d'œuvres de qualité et de statut très différents. Ce qui se relie à une notion que Shapiro a développée dans l'article que j'ai pas mis là. Si, voilà. Un article très important de ce même recueil sur quelques problèmes de sémiotique de l'art visuel, champ et véhicule dans les signes iconiques. Et dans cet article, il met en évidence justement la notion de ce qu'il appelle iconic field, c'est-à-dire le champ iconique, qui est cet espace dans lequel les formes d'expression peuvent coïncider et peuvent aussi émerger, peuvent naître. Se développer. Donc c'est un espace qui est à la fois un espace de genèse de l'œuvre d'art, mais aussi un espace de coïncidence entre les images. Donc l'autre exemple que je voulais donner, c'est... attendez, j'hésite. Je vais... Oui... Parce que j'avais quelque chose qui pouvait illustrer un peu plus... Non, tant pis, je vais revenir sur mon propos tel qu'il est organisé. J'aurai des exemples qui illustreront un peu les idées de Shapiro tout à l'heure. Donc l'autre point que je voulais développer en introduction pour vous donner quelques références aux grands historiens de l'art ou aux grands théoriciens qui nous ont conduits dans cette réflexion de l'image, ce sont les théories de Walter Benjamin. Alors évidemment, je pense que vous le connaissez tous. Il est justement à cause de cette réflexion sur la reproductibilité et à travers ce texte majeur qui a connu une élaboration progressive puisqu'il a commencé à le rédiger en 1935. Il y a eu plusieurs étapes de son élaboration. La dernière en 1939, vous savez qu'il se suicide en 1940. C'est un texte qui s'appelle « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique ». Il a complètement pensé, pendant qu'il était en exil à Paris, qu'il travaillait beaucoup à la Bibliothèque nationale. Une des versions du texte, et peut-être même la première, je crois, a été écrite d'ailleurs en français. Et c'est une pensée qu'il a menée et articulée dans plusieurs de ses textes. Lui aussi, Walter Benjamin, il n'a jamais écrit son grand livre de synthèse. C'est pas parce qu'il a travaillé à partir d'études de cas comme Shapiro ou entre enseignement et théorie. C'est plutôt parce qu'il a travaillé par extraction
de textes qu'il consultait par fragments. C'est quelqu'un qui a mené sa pensée à partir de fragments qu'il juxtaposait et par une technique de pensée qui est fondée sur le montage, en fait. Donc c'est très intéressant aussi sa pensée, même par rapport à cette réflexion sur la reproductibilité. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui approfondissait, qui revenait toujours sur les mêmes idées pour les approfondir. Et dans l'histoire de la reproductibilité, c'est un peu la même chose. On a des images sur lesquelles on revient constamment, on les reproduit à nouveau, on les retravaille, on les modifie, on les transforme, etc. Et dans cette transformation même, il se passe quelque chose de nouveau. C'est aussi ça qui est intéressant. Et donc, je vous ai indiqué simplement quelques-unes des formes des textes que Walter Benjamin a introduites pour sa réflexion sur la reproductibilité, qu'il a articulé beaucoup avec une pensée de la photographie et du cinéma, donc des images mécaniques qui sont venues transformer la perception des œuvres d'art. Et puis aussi ce petit fragment dans le livre des passages, qui est ce livre inachevé, publié très tardivement en français comme en allemand d'ailleurs, à partir de manuscrits. C'est un peu comme les pensées de Pascal, c'est un livre qu'on a fabriqué à partir de fragments. Il y a une section qui s'appelle « Technique de reproduction, lithographie » et qui pose aussi cette question de la reproductibilité. Dans le texte bien connu, l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin pose le fait que la reproduction permet de transmettre l'œuvre d'art à un public élargi, d'une façon qui n'est plus tributaire de la localisation hic et nunc de l'œuvre originale, mais qu'en retour, cette reproduction prive le spectateur, donc il y a une perte de ce qu'il appelle l'aura que cette œuvre originale seule détient. Donc toute sa pensée est articulée autour de l'opposition entre reproduction et original. L'épigraphe de son texte est tiré d'un article de Paul Valéry sur la reproduction et la diffusion radiophonique de la musique, dans un texte très important qui s'appelle « La conquête de l'ubiquité ». Et qui explique, au moment où le disque intervient, que les moyens techniques de reproduction du son, comme ceux de l'image, apportent aux arts quelque chose de nouveau et transforment par là même l'invention, nous dit Valéry, et la notion même de l'art. Donc, selon Walter Benjamin, la perte de l'aura est assimilée à celle de l'authenticité de l'œuvre, c'est-à-dire de, je le cite, tout ce qu'elle contient d'originellement transmissible, de sa durée matérielle à sa portée de témoignage historique. Donc il y a deux pertes, une perte dans la matérialité et une perte dans l'historicité. Ainsi se trouve altéré le rapport au passé et à la tradition. Il écrit encore ceci: les techniques de reproduction détachent l'objet reproduit du domaine de la tradition. Délocalisée, privée de contexte et de signification du site d'origine, l'œuvre n'existe plus que dans le présent du spectateur ou de l'auditeur. Et là, il en vient à un exemple qui est évidemment intéressant par rapport à l'étude de cas qu'on va évoquer. Il dit ceci: la cathédrale quitte son emplacement réel pour venir prendre place dans le studio d'un amateur. Exactement comme on peut entendre un concert en écoutant un disque dans son salon, on peut voir une cathédrale en regardant une photographie de cathédrale. Voilà. Donc c'est son idée. C'est intéressant qu'il ait pris cet exemple de la cathédrale, parce qu'évidemment la cathédrale est associée à tout un monde d'images et de textes dont je parlerai tout à l'heure. Et puis aussi, il y a eu des énormes séries de vues de cathédrales à la fin du XIXe siècle, diffusées, multipliées, etc. C'était une des icônes du tourisme, un des monuments touristiques. On s'en est aperçu tragiquement il y a quelques semaines. Donc, l'objet original, que ce soit une œuvre d'art ou même un monument, comme une cathédrale, perd son ancrage temporel, son ancrage dans la durée, se trouve brusquement actualisé dans le présent du spectateur en, je cite encore Benjamin,
permettant à l'objet reproduit de s'offrir à la vision ou à l'audition dans n'importe quelle circonstance. Elle lui confère une actualité. Cette qualité d'actualité aussi, d'actualisation qui est intéressante dans le phénomène de la reproduction. Alors, toutes ces théories de Benjamin que vous connaissez, que le texte est très court à lire de plus, vous l'avez sûrement déjà consulté, sont complétées par ce que dit un autre historien de l'art. Là, je reviens à l'histoire de l'art. Ah oui, il y avait évidemment, on parle dans ce séminaire de la reproductibilité, de la transformation en icône. Donc, j'ai moins insisté sur la question de la perte de l'aura, mais qui est aussi le corrélat, c'est-à-dire qu'il dit l'ici et le maintenant de l'original constitue ce qu'on appelle son authenticité, et autant des techniques de reproduction, ce qui est atteint dans l'œuvre, c'est son aura, cette perte de l'original et de l'authenticité de l'aura. Mais je reviens à Stephen Bann, qui est un historien des images aussi, qui a beaucoup travaillé sur la peinture d'histoire et notamment sur la peinture de Paul Delaroche. Et pourquoi Paul Delaroche ? Parce que c'est un peintre d'histoire qui était très négligé pendant très longtemps par les historiens de l'art du XIXe siècle. On parle toujours beaucoup plus d'ailleurs de Géricault de la Croix comme grand peintre d'histoire du XIXe siècle. Mais avec Delaroche, on entre dans un système qui est effectivement celui de la reproductibilité. Il était le gendre de l'éditeur de reproduction Goupil. Et Zola s'est moqué de lui en disant que les peintures de Delaroche étaient faites pour la reproduction. C'était déjà des reproductions en amont. Donc c'est un artiste qui a une conception d'image tellement mimétique qu'on a l'impression d'être face à une reproduction. Mais en même temps, c'est un artiste qui a été immensément populaire au XIXe siècle et dont l'œuvre pose toutes sortes de questions par rapport au tableau vivant, à la scène, au théâtre, etc. C'est un artiste qui a été très redécouvert, un petit peu comme Gérôme. Et d'ailleurs, je m'aperçois que je viens de vous dire une erreur, parce que c'est Jérôme qui était le gendre de Goupil. Oui. Mais en tout cas, mais si, quand même. Mais par contre, les deux ont été vraiment des artistes multipliés, diffusés par Goupil. Et les catalogues de Goupil montrent que d'ailleurs cet éditeur exploitait simultanément des gravures au burin, fabriquées de façon très onéreuse, suivant l'ancien système académique où la gravure de reproduction permettait de faire connaître les grands chefs-d'œuvre des beaux-arts pour les nouveaux artistes, etc. Mais aussi des lithographies, reproductions à moindre coût, et des reproductions mécaniques comme des photographies, des reproductions en couleur, etc., des chromos. Et donc, ce à quoi s'est intéressé Stephen Bann, c'est à la cohabitation de tous ces systèmes d'images au même moment, à la mi-19e siècle, chacun étant doté d'une tradition distincte. Alors, on parle beaucoup de régime d'historicité. Là, je pense qu'il a introduit l'idée de régime d'image, mais qui coïncide simultanément. Et il y a un article que vous pouvez lire en ligne qui est très important, qui s'appelle « Photographie et reproduction gravée, l'économie visuelle au XIXe siècle » dans Études photographiques, qui résume un peu ces idées. Et cette coexistence d'images, de statuts et de formats différents permet à la fois une hétérogénéité, ça c'est ce que soulignait Shapiro et ce que souligne aussi l'art de Courbet, mais en même temps permet d'établir une sorte de norme graphique. Parce que par-delà toutes ces images différentes, il y a toujours le simulacre d'une seule et même image qui devient un peu affadie par l'effet de la reproductibilité. C'est un peu l'effet chromo. Et on peut penser bien sûr aux glaneuses de Millet à cet égard. Et au passage du film d'Agnès Varda qui s'appelle Les glaneurs et la glaneuse. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle ce film. Les glaneuses et... Les glaneurs et la glaneuse.
Oui, c'est ça. Et donc il y a un passage dans le film où elle travaille justement sur cette idée du chromo qu'elle va trouver chez les brocanteurs, et elle a introduit vraiment le glanage comme une sorte de métaphore de sa propre création. Donc elle réinvestit cette icône justement en lui donnant son sens plein, comme presque un manifeste esthétique en fait pour elle. Et alors, il y a un dernier texte que je voudrais vous signaler, c'est qui pose sur la question de l'empreinte et de l'empreinte digitale, de la vignette. C'est un texte de Charles Rosen et Henri Zern, très petit texte, très court aussi. Pardon d'avoir mis la référence en anglais, parce qu'en fait, le texte est traduit en français, et donc on peut le trouver. Ça s'appelle l'empreinte du pouce, une vignette. L'empreinte digitale, une vignette, dans Romantisme et réalisme. Et il explique que, en fait, avec l'invention de la gravure sur bois, debout, justement, il y a eu cette idée que le graveur met un peu de son corps dans l'image qu'il grave et qu'il reproduit. Donc c'est aussi une empreinte corporelle. Et il fait référence à cet artiste très important, Thomas Bewick, qui a introduit la gravure sur bois debout et qui s'était donné comme marque la gravure de sa propre empreinte digitale. C'est-à-dire une toute petite vignette qui condense toutes sortes de choses, mais qui condense aussi son identité personnelle et une évocation de son corps. Avec la lithographie, dont j'ai parlé tout à l'heure, ça c'est une des toutes premières images qui évoque le génie de la lithographie. On voit cette possibilité d'avoir une empreinte identique au texte ici. Et donc j'ai agrandi le détail qui montre le processus même d'impression. Et puis enfin, avec la gravure sur bois, à la fin du XIXe siècle, qui est revendiquée par la corporation des graveurs sur bois, qui renaît à la fin du XIXe siècle, puisqu'ils sont menacés par la gravure au procédé, par les reproductions photomécaniques, etc. Donc ils se groupent, ils essayent de se défendre, de dire qu'ils continuent à travailler, à exister, à faire de l'art. Et ils revendiquent eux aussi cette espèce de reproduction à l'identique dans cette image du numéro où ils publient leurs œuvres, l'image, la revue L'Image. Et en même temps, ils reproduisent le burin, c'est-à-dire leur instrument de gravure, et ils montrent combien le travail du graveur est un travail de l'original qui a de l'aura. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils revendiquent, c'est qu'il y a une aura de la reproduction. Et c'est pour ça que j'ai reproduit aussi cette gravure tirée de cette revue, d'un des numéros de cette revue. Et donc il y aurait toute une réflexion à mener sur le rapport entre l'original et la reproduction, en reprenant l'histoire des définitions de la notion d'original, et comme une sorte de ces deux polarités complémentaires, mais en même temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant très longtemps, cette notion d'originalité, même si elle existait dans le dictionnaire de l'Académie au XVIIe siècle, ce n'était pas ça qui était important pour l'œuvre d'art. Ce qui était important, l'idée d'originalité dans l'œuvre d'art devient importante au XIXe siècle, au moment où devient importante l'idée de la reproduction, où devient décriée l'idée de la reproduction. Donc ces deux polarités se développent à ce moment-là. Parce que pendant très longtemps, l'idée de la gravure s'était un peu assimilée à une sorte de traduction. C'est-à-dire que le graveur, c'était quelqu'un qui mettait en valeur l'œuvre des peintres parce qu'il la diffusait, la rendait accessible à d'autres en interprétant au mieux les œuvres originales, en les transposant. Et alors les autres œuvres que j'ai mises, j'ai repris un peu de Meyer-Shapiro cette idée d'hétérogénéité des systèmes de l'image. Donc dans Un enterrement à Ornans, Shapiro cite un texte de Champfleury, le critique, qui au moment où ce tableau a été exposé au salon, dans le salon d'honneur, faisant scandale absolument, Champfleury dit
c'était terrible. C'était comme si on se trouvait face à un canard. Et un canard, donc il a rapproché 2 images complètement différentes. Et un canard, c'était ça. C'était ces œuvres gravées très frustes, très primitives, mais qui étaient connues encore comme une forme très primitive de la presse, diffusée dans les rues, qui étaient des complaintes, des chansons, etc., chantées dans les rues, qui étaient souvent des complaintes d'assassinat. Et alors, Linda Nochlin, dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, fait référence à un autre tableau de Courbet, qui est La Rencontre, en expliquant que justement, dans ce tableau, en fait, Courbet s'est inspiré du détail du frontispice de l'histoire de l'imagerie populaire de Jean Fleury, qui était la rencontre des bourgeois de la ville rencontrant le juif errant. Et que donc Courbet a repris cette gravure populaire reproduite au frontispice de l'histoire de l'imagerie populaire de Jean Fleury, en l'inversant, parce que la gravure inverse toujours le sens de l'image, pour faire son tableau. Courbet, c'est quelqu'un qui est très compliqué par rapport à l'histoire de l'image, et il peint un autre tableau qui est l'autoportrait, cet autoportrait, qui se trouve au musée d'Orsay. Et en fait, cet autoportrait, il l'a travaillé 2 fois, et il l'a repeint complètement 10 ans après qu'il l'ait peint pour la première fois. Et la première fois, on sait par des radiographies du tableau qu'il y avait en fait un couple amoureux, et ensuite il s'est représenté en homme blessé. C'est devenu l'homme blessé. Donc c'est une sorte de palimpseste, ce tableau. Mais dans la première étape, en quelque sorte, qui n'est connue que par la radiographie, est aussi connue un peu par ce magnifique dessin, qui est un dessin dans lequel Courbet joue avec l'effet de daguerréotype, je trouve aussi. Donc c'est très beau, parce qu'on voit ce Courbet qui pense les images contemporaines et la photographie qui vient d'arriver comme une belle manière de se penser en amoureux, et pour en faire un dessin original. Mais ensuite, il a repeint son tableau, et dans ce tableau, il introduit toutes sortes. Ça s'appelle L'homme blessé, et alors les historiens de l'art ont montré toutes les sources, et moi-même j'ai écrit un article sur une des sources qui n'avait pas été tellement travaillée, mais qui, me semble-t-il, est celle des malheurs de Pyramide Thisbé. C'est-à-dire, on voit justement Thisbé qui s'est suicidé au pied de l'arbre, convaincu qu'il a été abandonné par Pyrame, et Pyrame arrive et découvre son amant mort au pied de l'arbre. Et en effet, Max Buchon, qui était un autre ami de Jean Fleury, de Jean Fleury et de Courbet, qui était un poète et un écrivain réaliste, a écrit un poème, un recueil des poésies franco-comtoises populaires. Et dans ce poème, il écrit « Un aveugle plus loin, dans sa blouse embourbée, chante le juif errant, ou Pyrame et Thisbé, ou quelque assassinat rimé Dieu sait comment, et dont pourtant chacun se munit lestement. » Je crois qu'il faut que je m'arrête, parce que du coup j'ai parlé trop. Je vous fais quand même le strige ? Oui, d'accord. Vous allez articuler là-dessus. Oui. Donc, Courbet, c'était vraiment un exemple très très intéressant pour montrer cette coïncidence de multiples sortes d'images qu'il a pratiqué lui-même, la lithographie, l'imagerie populaire, etc. Et voilà, j'arrive au strige. Alors, le strige, c'est vraiment une image très intéressante. C'est le nom propre d'une sculpture qui se trouve au sommet de Notre-Dame, qui est installée à l'angle de la tour nord de la galerie dite Galerie des Gargouilles, mais enfin, ce n'est pas vraiment des gargouilles,
des chimères, oui, c'est ça, qui a été installé autour de 1850 au moment d'une longue restauration entreprise par Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus à l'issue du concours de restauration de Notre-Dame qu'ils avaient remporté en 1844. Et 1844, c'est intéressant de le rappeler, c'était aussi l'année de la publication de la première grande édition illustrée romantique de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui est véritablement une sorte de musée d'images et qui nous présente la cathédrale sous tous ses aspects. Le roman de Hugo, vous le savez, a paru en 1831. Il a été complété en 1832 de 2 chapitres supplémentaires, l'un sur Notre-Dame de Paris, justement, qui raconte la cathédrale, et un autre très important qui pose la question de l'histoire des médias, de la confrontation de la lutte des médias, de la lutte du texte et de l'image, de l'architecture et du texte, qui s'appelle « Ceci tuera cela ». Donc, il a ajouté en 1832 cette dimension théorique à son livre et médiologique. Et cette sculpture, pardon, voilà. Ouais, j'ai pas de photographie du Strige directement, c'est idiot. Enfin voilà, laquelle j'aurais dû. Ouais. Donc cette sculpture, c'est la seule qui a été vraiment individualisée par un nom qui provient de la légende d'une gravure de Charles Mérion, vous voyez à gauche ici, la représentant. Charles Mérion, donc, c'est un graveur important, très admiré par Baudelaire, qui est né en 1821, mort en 1868, et qui est mort d'ailleurs un peu fou, qui était un officier de marine, qui est allé jusque à travers le monde, en Océanie, etc. Peut-être même qu'il y a des souvenirs un peu des sculptures d'Océanie dans ce goût qu'il a eu pour la gravure du Strige tel qu'il l'a interprété, pour la sculpture du Strige telle qu'il l'a interprétée. Et probablement la même année que Mérion, en 1853, Charles Nègre a photographié la sculpture. La gravure de Mérion s'appelait le Strige. Et la photographie de Nègre n'avait pas de nom, puisque en fait, elle a été retrouvée dans l'atelier qui était conservé par un libraire qui existe toujours, André Jamme, et qui a vraiment recueilli l'ensemble de l'atelier de Charles Nègre, qui a montré quelle était son importance dans l'histoire de la photographie. Et c'est lui qui a eu l'idée d'appeler cette photographie le Strige. Mais en fait, l'idée de nommer la sculpture le Strige vient de Charles Mérion, dans la légende de ses gravures. Donc en fait, la légende de la gravure a nommé la légende de la photographie, qui a nommé la sculpture, qui n'avait pas de nom. Et donc, cette sculpture, que pourtant bien peu d'entre nous ont vu en vrai, qui est monté sur la galerie pour voir la sculpture en original, tout le monde la connaît. C'est devenu l'une des plus célèbres images de l'histoire de la photographie, une des plus célèbres images de Paris tout court. Les reproductions du Strige, quand on se promène rue de Rivoli ou autour de Notre-Dame, on voit toutes ces petites statuettes, toutes ces trucs pour les frigidaires, etc., ces cartes postales. Oui. Il y a d'innombrables variations sur ce motif. On le reprend sur les couvertures des magazines, quand on parle de Paris, etc. La diffusion est absolument transatlantique. Ça s'est multiplié à travers toutes les expressions artistiques. Ça a été thème de cartes postales, de gadgets de la culture de masse, de publicité, d'œuvres d'art aussi, avec Morenet-Laton, Brassailles. Et... Pardon ? Oui. Et le Strige évoque donc une très étrange image. C'est un petit démon cornu, accoudé mélancoliquement, qui tire la langue. C'est un caprice d'architecte, et ce personnage de pierre, dont la posture et la gestuelle procèdent de l'iconographie de la mélancolie. Donc, le Strige reprend en fait un geste qui est absolument presque immémorial dans l'histoire de l'art et de la gravure. C'est ce geste de la mélancolie, la mélancolia de Dürer. Le personnage accoudé, saturnien. Mais enfin, ce personnage accoudé, ce qui est étrange, c'est qu'il tire la langue
grotesque. C'est un ange, mais aussi c'est un diable. Donc il est très composite. Lui aussi, c'est une sorte de montage de toutes sortes d'éléments, de bricolage, de toutes sortes d'éléments qui font partie de notre culture occidentale. Tout le monde sait reconnaître une aile qui est celle d'un ange, des petites cornes qui sont celles d'un diable, etc. Une posture qui est celle de la mélancolie. Tirer la langue, ce geste d'irrespect et d'incivilité aussi. Donc il y a tous ces éléments qui sont regroupés, qui font que c'est une image extrêmement lisible et compréhensible, même si, en fait, il n'y a pas vraiment de sens à cette image. Donc comment lui donner du sens ? Et comment est-elle née aussi ? Alors, concrètement, en fait, le strige, c'est aussi une sorte de gargouille qui s'est redressée. Et en fait, vous voyez, si vous regardez, c'est plus visible dans la photographie de Charles Nègre, on voit les gargouilles à l'horizontale qui sont destinées à l'écoulement des eaux. Et on voit que la gargouille devient, sur le côté de la balustrade, une sorte d'ornement décoratif, et au-dessus de la balustrade devient sculpture, se redresse comme un personnage. Donc on a un passage de quelque chose qui est un élément d'architecture lié aux besoins de l'architecture, qui a une utilité, à quelque chose qui est ornemental et à quelque chose qui est esthétique. Donc il y a ce déploiement aussi de quelque chose qui se redresse dans l'aménagement même du strige. Et bien sûr, dans la confrontation des deux, je le dis tout de suite, vous voyez aussi, j'ai parlé de comparer des régimes d'images différents qui ont cohabité, coexisté. Vous voyez très bien que Charles Mérion est du côté du vieux Paris, en pleine période d'osmanisation, et Charles Nègre est du côté du nouveau Paris. Il nous montre un homme en habit noir. J'ai parlé beaucoup de l'habit noir hier, et de la symbolique de l'habit noir, qui est vraiment le symbole de la modernité, de la vie moderne, symbole baudelairien. Vraiment, je renvoie au texte de Baudelaire là-dessus. Donc, il y a d'un côté la technique de la photographie, qui est celle de la modernité, la ville moderne qui est en train de s'élever dans le nouveau Paris qui apparaît et qui est en dialectique en quelque sorte avec le vieux Paris. Donc il faut penser cette tension dialectique, cette sorte d'image dialectique qui est celle, et là je reviens à la réflexion de Walter Benjamin sur les images dialectiques, qui est celle du dialogue entre l'homme en habit noir et le strige, et de l'autre côté la gravure à l'eau forte qui revendique ce retour à l'expression libre de l'artiste qui grave sur la plaque, à la plume, à la pointe, et qui montre ce vieux Paris auquel fait face la sculpture, en introduisant une légende gothique dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Voilà. Oui, donc je vais essayer de parler très vite, mais est-ce que j'ai dit ce que vous aviez envie que je dise, ou est-ce que, parce que je peux m'arrêter aussi. Oui. Oui, sur les dérivés du strige. Oui, oui, oui. Alors, pour résumer très schématiquement mon argument, parce qu'en fait, ce que je voulais résumer, c'est un article qui est disponible en ligne, donc vous pouvez le lire. C'est que je me suis intéressée beaucoup à la genèse du strige et à la façon dont une image qui est devenue si connue, si célèbre, a pu être fabriquée par l'interaction entre le texte de Hugo et la sculpture et les reproductions de Charles Nègre et de Mérion. Et en fait, on s'aperçoit que, pour résumer, quand Hugo écrit Notre-Dame de Paris, il n'a pas dans son vocabulaire le mot strige, qui pourtant existe. En fait, c'est un mot qui existe et qui veut dire à l'époque, au féminin, la strige, la sorcière. Oui, vous en parlerez. Voilà. Mais en revanche, il utilise toutes sortes de périphrases qui reviennent un peu à l'idée de strige, autour du personnage de Quasimodo. Et donc, il y a cette idée strigienne, en quelque sorte, qui apparaît autour de Quasimodo, qui apparaît aussi parce qu'il utilise le mot la strige pour la bohémienne, Esmeralda. Donc, l'idée strigienne
se greffe sur Quasimodo, mais aussi sur Esmeralda, la sorcière. Et enfin, quand il nous présente Frollo, il y a aussi certaines idées qui rejoignent cette réflexion sur le strige. Enfin, tout ça est expliqué dans mon article. Donc, en fait, il propose potentiellement, il y a une sorte d'image potentielle qui est offerte et dont se saisira Viollet-le-Duc, qui était très inspiré par Hugo, très ami de Hugo. Hugo est celui qui a lancé le débat patrimonial de la restauration de Notre-Dame de Paris, et c'est une sorte d'hommage peut-être à Notre-Dame de Paris de Hugo, et à Hugo que cette sculpture qui réunit toutes les thématiques qui étaient potentiellement présentes dans son texte. Donc pour dire les choses très résumées, c'est un peu ça que j'ai expliqué dans mon article. Voilà. Je vais vous laisser la parole peut-être. Oui. Ouais. Voilà, oui, j'ai mes images là. Voilà. Oui, voilà la première image de. Ouais, ouais. Et puis les reprises, les petites cartes de visite reproduites par Goupil, etc. Est-ce que ça serait possible éventuellement, parce que je sais que certains PowerPoint vont être mis sur le Padlet, est-ce que ça serait possible de mettre le vôtre aussi Oui. Oui. Vous avez besoin du PowerPoint? Oui, on permute, d'accord. Puis j'avais introduit des images aussi. Donc ça, on pourra en discuter si vous voulez. Oui. Voilà. Oui, il faut sortir la clé, voilà. Alors, je vais vous la sortir. Comme ça, hop. Celle-là, hop, éjectée. Ok, alors il faut fermer d'abord là. Ok, hop. Ferme tout. Voilà. Et puis, alors comment on fait affichage. Oui. Non, c'est pas ça du tout. Je vous ai mis dans plein écran, je pense. Voilà, c'est un mode plein écran. Vous descendez. Mode plein écran. Voilà, parfait. Alors, je vais prendre la suite de Ségolène Lemaine qui nous a exposé un peu cette problématique de la diffusion de l'image et qu'est-ce qui fait qu'une image devient populaire par diffusion, par réappropriation. Et je vais donc moi m'intéresser à un exemple concret qui est donc le cas du strige dont Madame Lemaine vient de nous parler, pour voir comment cette figure-là de la sculpture et de l'architecture est devenue une image populaire, voire une icône aussi de l'art populaire, puisque comme le disait Madame Lemaine, il suffit de se promener aux abords de Notre-Dame pour voir cette image du strige reproduite un peu partout. Donc, je vais m'intéresser moi plus précisément à des prolongements pédagogiques pour voir comment en classe on pourrait éventuellement se servir de cette image pour aborder des thématiques des différents programmes, des différents niveaux. Donc j'ai choisi 3 axes. D'abord l'axe des créatures imaginaires dans le bestiaire de l'art sacré. D'une part parce que cette thématique me semble bien en lien avec la thématique globale du séminaire, puisque le bestiaire est au départ une thématique populaire. Voir aussi comment les contes et les récits populaires ont nourri le bestiaire de l'architecture religieuse en général. Et puis, dans un deuxième temps, voir le dialogue entre les arts majeurs et les arts populaires,
puisque Madame Lemaine nous a parlé là d'abord de la sculpture, ensuite de la gravure, ensuite de la photographie. Mais on va voir que tout au long du XXe et même du XXIe siècle, il va y avoir d'autres reprises et d'autres déclinaisons possibles de cette figure du Strige, notamment en peinture, en cinéma, dans le street art aussi, plus récemment. Et puis la dernière partie sera consacrée justement à cette image du Strige aussi dans les artefacts de la société marchande, avec la question du kitsch notamment, puisqu'effectivement en reprenant et en diffusant les objets de reproduction à l'ère de consommation de masse, finalement on assiste à une sorte de dilution de l'image originale où finalement elle ne veut plus rien dire du tout. Donc voilà, ça sera ma dernière thématique. Voilà. Alors, le premier axe, les créatures imaginaires dans le bestiaire de l'art sacré, avec cette idée du bestiaire aux sources du populaire. On peut le rattacher en primaire aux arts de l'espace, voir le bestiaire imaginaire dans l'architecture gothique, l'esthétique du grotesque qu'évoquait Madame Lemaine avec cette figure du Strige qui tire la langue, qui est un personnage un petit peu hybride, le registre du monstrueux en général. En collège, avec la thématique art, création et culture, puisque on voit que les manifestations de l'art populaire font partie intégrante aussi de la création des cultures et même de la communion entre plusieurs formes de culture. Et puis en lycée, évidemment, la question de l'art et du sacré, puisque là, on est en plein dans ce qui constitue l'architecture sacrée. Alors, bien avant que le christianisme n'ait étendu son empire, on voit qu'on trouve des animaux fantastiques dans une multitude de légendes locales. Donc la question du bestiaire est bien antérieure à celle de l'art sacré, en allant du griffon, la bête du Gévaudan, la tarasque. On voit en fait que le folklore populaire abonde d'animaux fantastiques qui sont souvent formés de la juxtaposition d'éléments empruntés à divers mammifères, oiseaux, poissons et même parfois des éléments du corps humain. Dans les rites du Moyen-Âge, on voit même que les gens se déguisent souvent, ou en tout cas s'assimilent certains animaux en revêtant leur peau. Alors, c'est évidemment pas du tout pour se transformer en animal eux-mêmes, mais c'est plutôt pour capter leur force. Et il y a une espèce d'énergie symbolique, en fait, dans cette réappropriation de l'animal. Le symbolisme sacré va se retrouver dans les bestiaires religieux, remplis d'animaux fabuleux et mystiques, qui vont être aussi mi-réels, mi-imaginaires. Et cette faune éclectique, outre sa fonction décorative, a surtout une fonction symbolique, en permettant de représenter les vertus et les vices, d'illustrer les passions, la sainteté. Et on voit que le christianisme des premiers siècles, faute de pouvoir supprimer les croyances populaires, qui sont bien enracinées dans la mentalité depuis plusieurs siècles, leur donnera un nouveau rôle dans l'histoire des saints. Et notamment, je vous ai pris l'exemple du tétramorphe, avec justement cette assimilation de chacun des évangélistes à un animal, le lion pour Saint Marc, le bœuf pour Saint Luc, l'aigle pour Saint Jean et l'enfant pour Saint Matthieu, où dans l'Apocalypse de Saint Jean, on trouve devant le trône, on dirait une mer aussi transparente que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui se tiennent 4 vivants, constellés d'yeux par devant et par derrière. Le premier vivant est comme un lion, le deuxième vivant est comme un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Les 4 vivants portant chacun 6 ailes sont constellés d'yeux tout autour et en dedans. Et cet extrait me semble intéressant parce qu'on voit bien comment, du registre d'un populaire païen, finalement, on va passer d'un coup à une espèce de sacralité de cette figure animale. Si je peux me permettre, oui. Toute la symbolique animale du tétramorphe, elle est entièrement originée dans la place des animaux dans le Premier Testament. Oui. Et dans la mystique juive. Oui, aussi. Alors ça, j'en reparlerai aussi tout à l'heure. Oui. Le tétramorphe, c'est aussi une continuité, mais qui a perdu du sens au passage. C'est la continuité des questions radicales de l'animal et de l'homme. Oui, et de la frontière aussi, et de la frontière entre les deux, oui. Et cette question d'ailleurs d'hybridation entre les deux peut aussi être intéressante à traiter, j'en reparlerai aussi tout à l'heure. Voilà.
Toujours dans ce premier axe, il peut être intéressant aussi d'évoquer donc comment ces récits et contes populaires de créatures imaginaires ont nourri le bestiaire de l'architecture religieuse. Et effectivement, on peut voir que ce passage entre les deux tours, appelé la galerie des chimères à cause de ces personnages hybrides qui sont formés, qui sont présentés, renvoie à des chimères. Et donc, avec des élèves, ça peut être intéressant, peut-être plus dans le premier degré, là, pour le coup, mais de voir cette différence architecturale entre les gargouilles, qui sont justement les parties saillantes d'une gouttière, destinées à recueillir les eaux de pluie pour éviter que les eaux ruissellent contre le mur, et puis les chimères, qui, elles, sont proprement des éléments d'ornementation, avec une fonction essentiellement symbolique, alors que la chimère a une fonction symbolique, mais aussi une fonction technique. Et ce qui peut être aussi envisageable, c'est de travailler sur la notion même de chimère. Partir de l'étymologie, faire là peut-être un lien entre l'histoire des arts et la littérature, pourquoi pas, pour envisager ce qu'était la chimère dans l'Antiquité, c'est-à-dire une créature malfaisante, généralement décrite comme un être hybride. Alors je vous ai mis là une photo justement de cette chimère dans l'Antiquité qui est décrite avec une tête de lion, un corps de chèvre, une queue de serpent, et travailler justement sur cette notion de toute cette partie symbolique de la chimère qui renvoie quand même beaucoup au désir inassouvi. Les chimères, et encore aujourd'hui dans la manière dont elles sont reprises, notamment dans la bande dessinée. Là, je ne connaissais pas cette bande dessinée que j'ai découverte, là, Le Chant des Striges. Voilà. Mais on voit qu'effectivement, la strige, c'est avant tout une figure du mal. Et c'est la raison pour laquelle les chimères étaient toujours situées à l'extérieur des églises, comme figure de repoussoir pour laisser le mal à l'extérieur, etc. Et donc, voilà, dans ce lien, je vous ai mis une petite citation d'Ovide. Là, c'est très oui, caché, voilà, donc on ne peut même pas l'apercevoir. Parce que c'est souvent dans des espaces marginaux, des églises, oui. Les miséricordes aussi, où on s'assoit dessus. Oui. Et voilà. Alors, on continue. Alors, en travail pédagogique, on peut effectivement donc travailler sur cette question des monstres et chimères dans l'Antiquité grecque, des sculptures animalières dans les arts de la construction. On peut faire une mise en perspective pratique, c'est-à-dire faire modeler un animal chimérique ou lui faire créer à un élève un animal chimérique par dessin, collage ou autre. Faire des visites avec carnet de croquis, pourquoi pas. Peut-être faire aussi un comparatif des chimères dans l'histoire des arts, puisqu'on voit que la présence des chimères est récurrente dans l'histoire des arts depuis l'époque antique jusqu'aux créations contemporaines. On a parlé effectivement des églises à l'époque médiévale et aussi au niveau du retour du gothique flamboyant. Mais on trouve aussi effectivement ces chimères sous la forme de monstres étranges et inquiétants dans les peintures de Jérôme Bosch, dans l'univers onirique des peintres symbolistes, dans les créations surréalistes, avec la méthode du cadavreski notamment. Donc on voit qu'il y a vraiment comme ça toute une tradition de la chimère dans l'histoire de l'art, jusqu'aux créations plus contemporaines, où on voit que la question de l'hybridation est aussi une thématique qui est de plus en plus récurrente. Aujourd'hui, le fantastique se confronte aussi au réel. Avant, la chimère restait spécifiquement dans le domaine de l'imaginaire. Or, aujourd'hui, avec les avancées scientifiques, avec le domaine de la génétique, on voit que les laboratoires scientifiques recèlent eux aussi de créations chimériques, mais aussi réelles. Et donc là, je vous ai mis des exemples d'hybridation contemporaine. Vous connaissez peut-être ces artistes contemporains qui sont assez connus. Nous, on les connaît bien à Poitiers parce qu'ils sont au château de Voiron. On y emmène souvent les élèves. Mais, donc, je vous ai mis deux exemples de Johan Fontcuberta qui réalise des montages en fait
de factures scientifiques, en fait, pour questionner notre rapport aux images et notre rapport au réel. C'est-à-dire que il fait aussi bien des installations avec des animaux chimériques que des photographies. Et en fait, toutes ces installations sont toujours fortement documentées avec des rapports d'expertise de scientifiques, avec des photographies prises sur le terrain, avec des fossiles, etc. Donc c'est vraiment toute une construction autour de cette notion de la confusion possible entre le réel et l'imaginaire, à tel point que souvent les élèves se disent, enfin, ils ont d'abord une première réaction en se disant bon, c'est faux, puis en voyant tout cet attirail autour, en se disant mais en fait ça existe vraiment, et donc ils jouent vraiment là-dessus. Thomas Grunfeld, lui, réalise des chimères à partir des animaux empaillés. Je le trouve intéressant dans notre thématique du populaire parce que toutes ces créations s'inspirent des contes populaires bavarois. Et lui, il a une vision alors qui est beaucoup moins épistémologique que John Fontcuberta, puisque lui, c'est vraiment sur ce rapport entre réel et vérité. Thomas Grunfeld, lui, il a plutôt une visée de bioéthique. En fait, il réfléchit vraiment à cette question des avancées scientifiques qui permettent de créer des animaux chimériques par le biais du clonage. Donc on n'est pas dans la même démarche, mais ça renvoie à ça. Et puis tout à l'heure, j'ai pas pensé à l'inclure dans mon diaporama, mais il y a 2 ans, pour ceux qui étaient là, on avait une visioconférence avec Orlan, et ça peut aussi être un bon exemple d'hybridation contemporaine avec une mutation de son corps en œuvre d'art par le biais justement de ses travaux et de ses avancées scientifiques. Voilà. Alors justement, je me suis aussi inspirée de l'article de Ségolène Lemaine sur ce bestiaire fantastique en écho à la monstruosité de Quasimodo. Dans le rapprochement entre histoire des arts et littérature, ça peut être intéressant justement de comparer cette description que Victor Hugo a fait de Quasimodo dans son roman avec celle qu'il fait des gargouilles et des chimères. Donc là, je vous inviterai à vous reporter à l'article de Ségolène Lemaine qui est vraiment très détaillé. Mais je vous ai mis quelques petites citations pour montrer ce parallèle-là. Un de ces monstres de pierre par la gueule desquels se dégorgent depuis 600 ans les longues gouttières de la cathédrale. Ou encore, leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre, la clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil, il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, les gargouilles qu'on voyait entendre japper, les salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et on voit justement que Viollet-le-Duc s'inspire de ces descriptions pour réaliser ces croquis de chimères qui vont être sculptés par l'atelier de Victor Pianet. Et justement, là, on peut voir comment finalement la littérature peut aussi avoir une incidence sur les autres formes d'art et sur l'architecture. Si on prend le personnage de Quasimodo, il est décrit comme borgne, bossu, cagneux, n'était guère qu'un à peu près. Et la description du personnage souligne justement son aspect difforme, monstrueux, et il apparaît alors comme un prolongement de la cathédrale, comme ses gargouilles et ses chimères. Et d'ailleurs, dans le film de Delannoy de 1956, la première apparition de Quasimodo, en fait, on la voit en contre-plongée, où Quasimodo au milieu des chimères, et puis on voit la caméra se rapprocher, et effectivement, voilà, on arrive à ce plan-là où finalement Quasimodo apparaît comme un personnage au milieu des chimères. Alors on peut aussi questionner la question du monstrueux en philosophie, la question de l'altérité de l'autre, etc. On peut faire aussi, je ne sais pas si je vous l'ai mis là, mais mince, non, je suis repartie en arrière là, pourquoi ? Voilà, non, ça c'est autre chose. On peut aussi faire un rapprochement avec les autres traitements du monstrueux, à la fois dans la littérature et dans le cinéma. Ça peut être, je ne sais pas moi, Frankenstein de Mary Shelley, Dracula de Bram Stoker. Ou en primaire, il y a un livre qui s'appelle Le Petit Gruffalo, qui est aussi assez intéressant parce qu'il questionne à la fois la question du monstre et puis aussi la question de la peur du monstre. Donc voilà, et c'est aussi en dessin animé et c'est très très bien fait. Voilà, donc il y a cet aspect-là.
Mince, non, je suis encore repartie en arrière. Le dernier aspect que je voudrais traiter dans ce premier axe, c'est aussi le mythe romantique du Moyen-Âge, alors qui peut se rattacher en collège à la thématique art, rupture et continuité. Oui. Ah, vous n'avez plus ces thématiques. Alors voilà, alors je m'excuse vraiment. Je suis professeure en lycée. D'accord, parce que j'ai demandé à une collègue de collège justement de m'envoyer le programme puisque je ne connaissais pas le programme. Mais oui, de toute façon. Parce que par contre, ce qui reste, c'est quand même le fait de devoir intégrer l'histoire des arts. Ben oui, de toute façon, oui. Voilà. Alors, du coup, je passe les thématiques peut-être. Alors, je vais me concentrer sur le lycée. Et donc, voilà, on peut aussi aborder cette critique, finalement, en fait, du Moyen-Âge qui avait été faite par la Renaissance, avec la réhabilitation du Moyen-Âge aussi au XIXe siècle. Qui est intimement lié à la Révolution française, en fait, et à la redécouverte du passé par les romantiques. La Révolution française, en particulier, la philosophie des Lumières a instauré une espèce d'apologie de la raison, du règne du rationalisme, d'une foi dans le progrès, etc. Et le romantisme va justement émerger sur une espèce de désillusion par rapport à toutes les promesses de la philosophie des Lumières. Et justement, on peut voir que cette redécouverte du Moyen-Âge va aussi être très présente dans le roman de Victor Hugo, qui a eu un véritable rôle pour la prise de conscience de la nécessité de sauvegarder le patrimoine. J'ai découvert d'ailleurs à l'occasion de cet atelier en faisant des recherches que Victor Hugo avait aussi peint des encres sur Notre-Dame. Donc voilà, c'était une belle découverte. J'ignorais cela, je vous en ai mis une. Et il y a eu à ce moment-là vraiment un travail pour préserver le patrimoine, alors justement parce que après la Révolution française, beaucoup d'édifices religieux ont été mis à sac, beaucoup d'œuvres ont été saccagées et une politique de protection du patrimoine a été mise en place. En 1834, Prosper Mérimée se voit confier la mission de faire l'inventaire du patrimoine immobilier et mobilier de France, afin d'entamer la restauration des lieux qui présentent un intérêt culturel ou historique. Et les cathédrales, à ce moment-là, vont devenir un enjeu majeur de rénovation, se doublant d'une sorte de rivalité nationaliste, chacun cherchant à reconstruire le plus beau clocher, etc. Et donc là, je trouvais qu'il y avait une thématique intéressante sur la question de la restauration d'un bâtiment. Voilà, pourquoi restaurer un bâtiment ? Est-ce qu'on doit le restaurer à l'identique ? Est-ce qu'on doit y ajouter les signes du contemporain ? Est-ce qu'on peut restaurer trop bien aussi, en perdant justement toutes les usures du temps qui ajoutent aussi à l'aura de l'édifice ? On peut réfléchir à une reconstruction possible de l'édifice incendié de Notre-Dame, puisque depuis plusieurs semaines, on voit justement moult projets se succéder dans les différents médias. Là, je vous ai mis 2 exemples de projets. Le célèbre architecte Norman Foster qui imagine un toit en verre, justement pour illuminer de lumière l'intérieur de la cathédrale. Un autre architecte du cabinet AJC Studio qui propose lui de faire carrément un toit en vitraux. Mais en tout cas, je pense que ça pourrait être une piste intéressante à travailler avec des élèves, de voir comment eux imagineraient cette reconstruction de la cathédrale, ce qui permettrait aussi de voir différentes approches de l'architecture possible, des plus traditionnelles aux plus contemporaines.
Voilà. Et puis alors par rapport au programme de spécialité, alors je termine juste ça, par rapport juste au programme de spécialité mémoire et représentation du travail, je pense qu'il peut y avoir un travail très intéressant à faire justement sur les associations de métiers, le compagnonnage, le travail des bâtisseurs de cathédrales, mais aussi tous les corps de métiers qu'on peut y trouver. Voilà. Je te donne la parole. Oui. Oui. Des décennies ou siècles de débats, de spécialistes oui. sur le rapport au patrimoine, pour encadrer un peu les enfants. Oui, oui. Pas leur laisser imaginer que ce sont des gens qui décident comme ça. Bien sûr, bien sûr. Surtout aujourd'hui avec oui, oui, oui. oui, oui, c'est oui, complètement. Voilà, alors j'en viens à mon deuxième point, alors qui va être le plus en lien justement avec le titre global sur la question de la diffusion des images. Et là, je vais m'intéresser à la manière dont cette image du Strige est devenue populaire en étant reprise et répliquée tout au long de l'histoire du XXe siècle dans les différents médias. Donc dans la peinture, dans le cinéma d'animation, la comédie musicale, le street art, et j'ai pas tout mis, il y avait aussi la BD, les jeux vidéo que j'évoque aussi à la fin. Alors d'abord la peinture, puisque donc là sur la thématique du programme de spécialité de terminale, on peut retrouver à la fois justement la thématique des années 50, puisque c'est une œuvre qui date de 1953, et la thématique du programme de spécialité de terminale sur l'art et le sacré. Parce que l'inspiration de Chagall est purement assidique, en fait. Dans la tradition juive, tout le monde participe au sacré, même les animaux, les monstres, les êtres hybrides. On retrouve cette notion de fête permanente, l'importance portée à la musique, aux musiciens. Enfin, là, il y a tout un travail à faire sur l'art et le sacré. Et là, on peut justement envisager aussi toutes les influences de Chagall, parce qu'en fait, Chagall, il a justement un style à lui. Il s'est inspiré de multiples influences. Quand il est venu à Paris, il a beaucoup visité les musées. Il s'est aussi beaucoup inspiré de la culture populaire. Et justement, on voit que dans les œuvres de Chagall, quand il peint la capitale, c'est souvent symbolisé à travers ces deux plus grands monuments, à savoir la Tour Eiffel et Notre-Dame. Et là, si on prend cette image de Notre-Dame par Chagall, on voit que malgré les libertés prises un petit peu avec les règles de la perspective, on reconnaît bien quand même à l'arrière-plan la tour Saint-Jacques, les bâtiments qui longent la Seine rive droite, etc. Mais on voit que le paysage urbain, ce n'est pas du tout l'objet du tableau. Dans cette toile, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le peintre parvient à faire fusionner l'image qu'il a de Paris, et même l'image traditionnelle de Paris, parce que c'est vrai que Paris est souvent représenté et symbolisé par Notre-Dame, mais avec son imaginaire propre, à travers une réinterprétation de la figure du Strige. Ce personnage emblématique de Notre-Dame, et par extension aussi effectivement de Paris, rejoint ici le bestiaire de Marc Chagall, dont il aime à peupler ses toiles. Bien reconnaissable malgré sa pose, à sa pose, malgré le fait qu'il ait été transformé en créature hybride, qui pourrait faire penser à une chèvre, on voit qu'il occupe quand même le centre de la composition. Et il garde justement ce même air mélancolique, penché au-dessus de Paris, ses mains soutenant son menton. À ses côtés, un coq chante et appelle le matin. Et justement, on voit qu'un couple enlacé surplombe justement ce binôme animal. Et on retrouve donc là des thématiques qui sont vraiment récurrentes dans toute l'œuvre de Chagall. Dans le bestiaire imaginaire de Chagall, les chèvres ont une grande place. Elles sont souvent pensives et mélancoliques elles-mêmes, donc je pense que ce n'est pas un hasard qu'il ait choisi la chèvre pour incarner cette figure mélancolique.
Il avait une tendresse particulière pour les chèvres et pour les animaux faibles en général. La chèvre, en fait, est aussi très en lien avec le populaire parce que c'est un animal qu'on trouve beaucoup dans les comptines juives, en fait. C'est un animal qui a une place aussi particulière dans tout ce qui est rituel, puisque au moment de Pessah, qui est la Pâque juive, il y a une comptine qui s'appelle, alors je ne sais pas comment on prononce exactement, mais Ad-Gadia, qui justement est cette histoire d'une chèvre qui incarne la justice suprême, en fait. L'idée de la chèvre, c'est cet animal faible, mais qui quand même incarne une idée de justice absolue. Et d'ailleurs, alors en revoyant le film Notre-Dame de Paris, on voit aussi toujours Esmeralda qui est accompagnée par une chèvre. Et j'ai trouvé cette analogie aussi intéressante. Oui. C'est très juste ce que vous avez dit là. Alors si je peux me permettre, mais c'est entièrement en accord avec ce que vous venez de dire. Oui. C'est un moment particulier pour Marc Chagall, cette période, parce qu'il y a aussi la commande du plafond de l'Opéra de Paris. Et ne pas oublier, c'est mon interprétation, mais pas que, il est clair que la commande du plafond de l'opéra, où il va mettre son village racidique, et aussi le symbole caprin, c'est aussi une sorte de réparation symbolique par rapport au fait que l'Opéra de Paris a été occupé par les nazis. Et que Chagall, dans la première partie de sa carrière française, avait eu droit à des menées antisémites terribles. Donc cette lithographie, et c'est entièrement ce que vous venez de dire, elle est aussi concomitante de ce que Chagall a à faire passer comme message, parce que juste après la guerre. Oui. Voilà, c'est même terriblement émouvant ce qu'il vient de dire là. Oui. C'est tout ce que je voulais. Oui. Et alors, pour poursuivre aussi ce que vous dites, c'est qu'on a à côté de la chèvre la figure du coq, qui est un... Par rapport à la question de l'opéra, vous avez raison là-dessus aussi. Il y a encore autre chose, c'est qu'on a l'impression que c'est un espace qui tourne. Oui. Parce qu'il y a, on peut le voir par les... tourner autour. Oui. Et le Sacré-Cœur va évidemment de ce côté. Voilà. Et oui, alors juste aussi pour poursuivre, c'est que la figure du coq qui est à côté, elle a aussi un statut un peu ambivalent, puisque le coq, on le trouve beaucoup dans les peintures de Chagall. Alors déjà parce que c'était un animal de ferme, dans son village natal, il avait justement beaucoup d'animaux de ferme dans sa fréquentation immédiate, et le coq est une figure qui revient beaucoup pour symboliser la force virile, la masculinité, la puissance, etc., mais aussi pour symboliser la mort, puisque Chagall reprend aussi beaucoup la figure christique comme allégorie dans ses œuvres, et le coq, il annonce aussi la mort, puisque avant que le coq ne chante 3 fois, Pierre l'aura renié, etc. Donc il y a aussi cette idée de la mort qui est présente et qui peut aussi faire écho à cette mélancolie du Strige qu'on voit ici. Voilà, je vais avancer un peu ça parce que le temps passe. Voilà, donc je vous avais donné quelques figures de bestiaires. J'ai trouvé aussi cette lettre d'amour de Chagall à Paris. Et alors je vous lis juste la fin parce que le temps passe, mais il dit « Oh, si seulement je pouvais parvenir en chevauchant l'une des gargouilles de Notre-Dame, comme s'il s'agissait d'un cheval, à tracer un chemin à travers cieux, à la force de mes bras et de mes jambes. » Et il termine « Te voilà Paris, tu es mon second Vitebsk », ce qui est quand même très fort en termes d'émotion, de déclaration d'amour de la part de Marc Chagall. Et alors voilà, j'en viens à mon dernier point sur Chagall, mais dans le cadre de cette université de printemps sur le thème du populaire, Chagall m'a paru intéressant parce que un autre facteur a clairement influencé Chagall, c'est l'art russe, en particulier ce qu'on appelle le loubok, qui est un art populaire russe qui consiste à créer des images d'art gravées sur bois. Donc c'est un art qui est apparu dans la deuxième moitié du XVIIe siècle à Kiev et à Moscou, et c'est un art qui s'est surtout répandu au départ chez les paysans.
Et ces gravures, au départ, représentaient essentiellement des images religieuses, mais peu à peu, les thèmes se sont diversifiés, l'univers du conte et de la fable s'est imposé, et c'est alors que les animaux ont aussi pris une place capitale dans cet art. Les artistes russes du 19e et du 20e siècle se sont beaucoup inspirés du Lubbock, et on trouve chez beaucoup d'artistes russes, pas simplement chez Chagall, cette thématique animale qui est assez fréquente. Voilà. Alors, autre déclinaison du Strige dans le cinéma. On voit que dès le début du cinéma, il y a beaucoup de livres qui ont été adaptés au grand écran. Donc là, je vous ai pris plusieurs affiches de Notre-Dame de Paris et celle de Capellani de 1911, parce que justement là, Quasimodo est représenté au milieu des gargouilles, ce qui n'est pas le cas sur les affiches de Delannoy de 56. Alors voilà, 56, on peut le rattacher aussi au programme des années 50 en terminale. Je vous ai mis quelques captures d'écran, alors voilà, qui ne sont pas de bonne qualité parce que j'ai pris en photo ma télé, donc c'est pas super, mais en tout cas, ça vous donne quand même une idée. On voit, donc voilà, le film est magnifique. Moi, je l'avais vu il y a plus de 20 ans. Là, je l'ai revu avec plaisir. Les dialogues ont été écrits par Prévert. Donc voilà, c'est aussi une qualité littéraire qu'on peut mettre en exergue. On a aussi des figures populaires par excellence au niveau des acteurs, Gina Lollobrigida, Anthony Quinn, c'est vraiment les grands acteurs populaires du cinéma américain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Et alors, ce qui m'a intéressée, alors je passe un petit peu vite parce que il y a plein de choses, mais je me suis en fait surtout intéressée à une autre version de Notre-Dame de Paris, qui est celle du Bossu de Notre-Dame de 1996. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ça a été un véritable succès populaire. Il y a eu quand même 7 millions de spectateurs français qui sont allés voir le Bossu de Notre-Dame. Donc voilà, c'est un succès populaire. Parce que dans ce film, il y a vraiment une personnification des gargouilles. En fait, il y a 3 gargouilles qui ont été modelées, presque animées de vie, etc. Donc, elles s'appellent la muraille, la rocaille et la volière. Et qu'elles ont vraiment un rôle pour nous montrer Quasimodo de manière plus chaude, plus drôle, qu'en présence des autres personnages. Elles sont ses confidentes, ses conseillères, celles qui arrivent à détendre, etc. Et en fait, elles sont le petit contrepoint humoristique qui permet de prendre de la distance sur l'histoire qui est racontée. Et alors ça, c'est quelque chose qui est fréquent chez Disney. On a Jiminy Cricket dans Pinocchio, dans Alice au Pays des Merveilles aussi, on a des fleurs qui parlent parfois, etc. Donc on a souvent ce petit contrepoint-là. Mais en tout cas, avec le roman, c'est la citation que je vous ai mise, l'idée que les gargouilles parlent est en partie suggérée par Hugo. Il dit « Les autres statues, celles des monstres et des démons, n'avaient pas de haine pour lui, Quasimodo. Il leur ressemblait trop pour cela. Elle raillait bien plutôt les autres hommes. Les saints étaient ses amis, il le bénissait. Les monstres étaient ses amis et il le gardait. » Et donc, les gargouilles permettent à Disney d'exprimer les conflits intérieurs de Quasimodo et de les faire partager aux spectateurs. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Et il y a une troisième chose, pour ceux qui étaient ce matin au Café Pétillant qu'on a animé avec Marianne Tommy, il y a une chose qui m'a intéressée moi dans cette adaptation de Disney, c'est la question du pillage culturel, parce qu'évidemment on a une adaptation de Hugo, mais qui vide complètement son sens aussi l'œuvre de Hugo, puisque, alors moi je ne l'avais jamais vu, je l'ai regardé aussi à cette occasion, ma fille était ravie, mais on a ce qui est typique chez Disney, on a un happy end, ce qui fait qu'à la fin, Quasimodo ne meurt pas, Esmeralda ne meurt pas, pire, elle épouse Phébus. Voilà, donc on est dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'œuvre littéraire. On a Esmeralda qui épouse l'homme qu'elle aime. On n'a à aucun moment la mention de Fleur de Lys. Quasimodo ne meurt pas en se couchant contre le corps d'Esmeralda.
Et il ne tue pas non plus Frollo, c'est-à-dire que comme Quasimodo est le personnage principal du film, il ne peut pas être méchant, donc il ne peut pas tuer Frollo. Frollo meurt bien, parce que c'est le méchant, il faut qu'il meure, mais il meurt en trébuchant, donc il meurt de lui-même, c'est un peu comme s'il était puni par sa méchanceté. Donc c'est quand même... alors, gênant, je ne sais pas, mais en tout cas à questionner, je pense, avec des élèves, pour envisager... ce qu'on peut entendre lorsqu'on découvre une œuvre, lorsqu'on détourne ou lorsqu'on fait une adaptation d'une œuvre d'art. Et comparer justement la version de Delannoy des années 50 avec un respect vraiment très fidèle à l'œuvre littéraire et la version de Walt Disney me paraît être intéressante, d'autant plus qu'en lycée, alors bon, il n'y aura plus les TPE, mais tous les ans, les élèves choisissaient Disney en TPE. C'est vraiment leur culture et ça fait partie de la culture populaire. Et prendre un petit peu de recul aussi sur ces œuvres-là, ça peut voilà, être quelque chose d'intéressant. Oui. Si vous permettez, c'est juste pour faire écho à la oui. question de Laura que vous avez évoquée tout oui. à l'heure, madame. Je reviens en arrière, si vous voulez. Le Bossu de Notre-Dame a été réalisé en très grande partie par un studio français. Oui. Et donc, en fait, c'était une décision de Walt Disney pour avoir la French touch. C'était véritablement pour que transparaisse dans le film une forme d'esthétique française. Oui. Voilà, donc ça renvoie peut-être à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la question de Laura, oui. et qui pourrait, de mon point de vue aussi, être un élément à travailler. Oui. Et alors justement, c'est pas, alors non, je suis repartie en arrière, mais alors justement là, je vous ai mis des exemples. Alors c'est pas le Strige, je l'ai pas vu le Strige, mais au niveau de l'architecture, il y a vraiment un travail qui est remarquable qui a été fait au niveau esthétique. Ça, c'est vraiment une des qualités qu'on peut reconnaître au film. Il y a aussi, alors bon là on sort peut-être un peu de l'histoire des arts, mais il y a aussi des qualités d'ordre moral et philosophique qu'on va retrouver dans le film, parce qu'il y a vraiment tout un accent qui est mis sur quand même quelque chose qui est très important dans l'œuvre de Hugo, qui est la question du droit d'asile. Et ça c'est aussi vraiment développé dans le cinéma de Disney. Et voilà, donc je passe aussi ça ici. Voilà, donc la question de la marchandisation de la culture, de pillage culturel, la question aussi des produits dérivés, voilà, ça me semble important parce que j'ai appris aussi, alors voilà, dans le cadre de cet atelier, que notamment dans Le Roi Lion, la formule Hakuna Matata, qui est au départ une formule swahili qui fait partie vraiment de leur culture populaire, a été déposée, brevetée par Disney. Donc voilà, ça pose quand même aussi des questions d'ordre moral qui peuvent quand même être soulignées. Très rapidement, je vous ai aussi cité la comédie musicale parce que ça a été un vrai succès populaire. Donc je vous ai mis là, alors j'ai trouvé ça sur Wikipédia, on jouait dans 20 pays, adapté en 9 langues, plus de 8 500 000 spectateurs, etc. Mais en tout cas, je pense que l'angle de la comédie musicale peut permettre d'appréhender pas mal d'éléments intéressants sur déjà des objectifs culturels. Qu'est-ce que la comédie musicale doit à l'opéra, les liens qu'on peut faire entre la musique populaire dans la comédie musicale et puis de la musique savante, parce qu'il y a quand même des très très grands compositeurs de comédie musicale. On peut penser à Bernstein dans West Side Story, par exemple. Bon, celle-ci, je ne pense pas que ça soit la meilleure, honnêtement, mais en tout cas, ça peut permettre d'aborder le vocabulaire aussi spécifique autour des arts de la scène. Voilà, donc ça, je passe un petit peu plus vite. Et là, je m'arrête un peu plus sur une autre déclinaison du Strige que j'ai découverte, qui est faite par un street artiste qui s'appelle Under, qui est contemporain. Là, je lui ai demandé la permission de prendre les photos sur son site pour cet atelier, qui est un artiste parisien et qui travaille à partir de pochoirs en représentant essentiellement des figures de gargouilles de la ville de Paris. Et la figure du Strige apparaît souvent. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que quand on prend le roman de Notre-Dame, justement, le roman de Notre-Dame s'ouvre quand même sur un graffiti qui est découvert. Je vous lis juste le début. Il y a quelques années, en visitant, pour mieux dire, en furetant Notre-Dame, l'auteur de ce livre trouva dans un recoin obscur, l'une de ses tours, ce mot gravé à la main sur un mur:
Ananke, la fatalité. Et donc voilà, cette idée d'écrire sur le mur, de graver, je trouve que c'est un bel écho avec le travail justement du street art. Et la question du street art qui plus est vraiment aussi à rattacher avec un art populaire, puisque c'est un art qui sort du musée pour aller dans la rue. Alors évidemment, là, il faudra bien distinguer avec les élèves ce qui relève du street art de ce qui relève du tag ou du vandalisme, parce qu'évidemment, on n'est pas dans le même registre du tout. Mais on voit quand même depuis quelques années qu'il y a une légitimation de plus en plus grande aussi du street art, avec des expositions qui lui sont consacrées, avec des street artistes qui sont décorés de prix artistiques. Et donc voilà, je vous ai mis cette citation de Handler parce que je trouve qu'elle va bien avec cette thématique du populaire. Il dit « Mes interventions dans la rue ne sont pas si éloignées de mon activité de comédien. Mes pochoirs sont mes personnages, la rue, le théâtre. Le tout est de mettre en scène, de faire correspondre les deux pour que le mur donne du sens au pochoir, le pochoir du sens au mur. Une fois le collage réalisé, il vivra sa courte vie, il devient la propriété des passants, qui poseront ou pas le regard sur lui, avant d'être arrachés, tagués, volés parfois ou nettoyés. J'espère qu'il aura étonné, donné à sourire à ceux qui auront eu la gentillesse de le regarder. » C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une démarche d'art qui se donne à un peuple, d'un art qui veut se partager justement avec le populaire. Et donc voilà, on peut faire tout un tas de travail pédagogique autour du travail de Handler. Moi, je vous ai pris l'exemple d'un travail qui a été réalisé par ma collègue, Madame Gisbert Morat, qui est là. Si vous voulez plus d'informations, vous pourrez lui poser des questions après. Elle a fait venir un artiste qui s'appelle Fred Le Chevalier, qui commence à être un peu connu. Et c'était pas voulu, mais il travaille aussi beaucoup sur cette figure du bestiaire avec des animaux un petit peu fantastiques. Et donc là, le travail qui a été mené était très intéressant parce que, en fait, ce sont les élèves qui ont d'abord dessiné des formes animales, des formes hybrides, etc. Et l'artiste, en fait, se les a ensuite réappropriées en les reproduisant avec son style propre. Donc c'est vraiment une œuvre collective, une œuvre populaire au sens strict. Et voilà, la fresque finie. Quand on rentre au lycée Marguerite de Valois, il y a ce grand couloir avec cette œuvre de Fred Le Chevalier qui peut être un écho à ça. Alors, ma dernière partie, je vais aller très très vite, mais c'est pas très grave puisqu'en fait, Madame Lemaine a dit l'essentiel de ce que je voulais dire, donc finalement, c'est pas très grave. Ma dernière partie portait sur la diffusion du strige dans les artefacts de la société marchande. Alors, là encore, on peut le rattacher en terminale à la question de l'art et du sacré, parce que on a au XXe siècle une forme de désacralisation de l'image avec cette espèce d'image galvaudée qu'on va retrouver partout. Régis Debray disait en fait, alors c'est dans je l'ai dans mon sac, je ne sais plus, je vous le redirai après. Il y a du sacré partout où l'image s'ouvre à autre chose qu'à elle-même. Je ne sais plus si je vous l'ai mise ou pas, celle-ci. Non, je ne vous l'ai pas mise. L'image comme déni de l'autre, jusqu'à la réalité, apparaît en force avec cette ère du visuel qui a désacralisé l'image en faisant semblant de la consacrer. Je trouvais cette phrase très intéressante. Cette société, cette ère du visuel qui a désacralisé l'image en faisant semblant de la consacrer. Il y a effectivement une forme de banalisation de l'image qui fait qu'à force de voir les images partout, on finit par ne plus les voir du tout. Parce qu'on est habitué justement à elles, et elles perdent leur force de surprise et d'étonnement qu'elles peuvent susciter la première fois qu'on les rencontre. Donc là je vais passer un peu vite puisque Madame Lemaine nous en a parlé. On peut peut-être juste relire cette phrase, parce qu'en fait ce qui m'intéressait c'était de savoir si les reproductions du strige ne sont que de simples poncifs illustratifs, ou bien si elles sont un moyen de faire connaître cette œuvre emblématique de notre patrimoine culturel. Comme Madame Lemaine le disait tout à l'heure, peu de personnes finalement sont montées en haut des tours de Notre-Dame dans cette galerie des chimères et ont vu le strige en vrai. Et nous ne le connaissons pour la plupart d'entre nous
qu'à travers cette diffusion des images qui a été permise par cette société de l'image aussi. Donc, la reproductibilité de l'œuvre d'art est aussi liée à sa valeur marchande. Et on peut se poser la question justement de savoir si cette marchandisation des biens culturels n'aboutit pas aussi à une forme de dénaturation. Et donc, je voulais envisager très rapidement la question du kitsch. Alors, il y a un très long passage dans L'insoutenable légèreté de l'être et aussi dans le livre du Rire et de l'oubli de Milan Kundera. Il y a aussi tout un passage sur la question du kitsch. Et il dit « Avant d'être oubliés, nous serons changés en kitsch. Le kitsch, c'est la station de correspondance entre l'être et l'oubli. » C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à force de galvauder cette image, alors là je vous ai mis ce qu'évoquait Madame Le Maine tout à l'heure, le miroir de poche, j'ai mis les prix à côté volontairement, l'aimant, le t-shirt, etc. On voit que on est dans une sphère marchande qui use et abuse de ses références à l'histoire de l'art, que ce soit en peinture, en sculpture ou même en musique. Quand on voit la publicité qui reprend toutes les grandes œuvres classique, on est aussi là-dedans. Et donc, on voit que les œuvres sortent du domaine esthétique pour rentrer dans le domaine commercial. Et cette marchandisation du patrimoine culturel, certes, diffuse des images et les rend populaires, les rend accessibles à un public qui, sans doute, n'y aurait jamais accédé sans cela, mais de quelle manière les diffuse-t-elle ? C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Le kitsch, c'est justement que le striche peut se retrouver sur des mugs, des magnettes, des t-shirts, dans toutes les boutiques de souvenirs autour de Notre-Dame. Et la reproduction des modèles ou de stéréotypes pour un public de masse engendre évidemment un bouleversement au niveau de la réception des images, car elle diffuse certes, mais en appauvrissant. Car l'imitation, loin d'être fidèle à son modèle, opère par des simplifications réductrices. Ainsi, le kitsch engendre une banalisation du goût qui résulte de cette vulgarisation. On n'a plus du tout la singularité de l'œuvre, on a au contraire une multiplicité des copies dans cette masse de produits dérivés, mais qui font oublier l'œuvre originelle. Donc là, on est vraiment dans cette citation de Milan Kundera, avant d'être oubliés, nous serons changés en kitsch. On peut d'ailleurs rappeler l'origine du kitsch. Le mot, c'est un mot d'origine bavaroise qui s'apparence à kitschen, qui signifie en fait ramasser des déchets ou faire des produits peu coûteux avec des choses de récupération. Et cette notion du kitsch, elle est apparue au moment, à la fin du XIXe siècle, où une civilisation bourgeoise va se développer, qui a les moyens de commencer à avoir des objets de décoration, mais qui n'ont pas encore les moyens financiers d'avoir des originaux. Et donc, tout cet art de la copie va se diffuser, finalement, non pas pour des questions esthétiques, mais plus pour des questions de reconnaissance sociale. Cette classe bourgeoise va vouloir posséder des reproductions esthétiques pour faire comme la classe élitiste, aristocratique, qu'elle cherche à imiter. Et donc, là, on voit bien, finalement, cette déperdition esthétique qui se passe même dans l'apparition du mot. Je vous ai mis une autre citation de Kundera où il dit « Le mot kitsch désigne l'attitude de celui qui veut plaire à tout prix au plus grand nombre. Pour plaire, il faut confirmer ce que tout le monde veut entendre, être au service des idées reçues. Le kitsch, c'est la traduction de la bêtise et des idées reçues dans le langage de la beauté et de l'émotion. Vu la nécessité impérative de plaire et de gagner ainsi l'attention du plus grand nombre, l'esthétique des mass médias est inévitablement celle du kitsch. Et au fur et à mesure que les mass médias embrassent et infiltrent toute notre vie, le kitsch devient notre esthétique et notre morale quotidienne. » Voilà. Il est midi, je vais m'arrêter. Mais avant, je voudrais juste parler d'une autre diffusion du Strige dans une nouvelle forme d'art numérique
qui est le jeu vidéo. Alors, je vous ai pris l'exemple d'Assassin's Creed, mais en fait, il y avait plein d'autres exemples. Il y a notamment le jeu Fortnite. Alors, je ne joue pas du tout aux jeux vidéo, mais il y a quelque chose qui s'appelle Danse avec les gargouilles, où les joueurs doivent danser au milieu des gargouilles. Et, alors, en tout cas, dans le jeu vidéo, ça me semblait intéressant dans cette université d'été sur le populaire parce que c'est vraiment une forme alors qui au départ était une pratique populaire surtout réservée à des garçons adolescents, mais on voit quand même que depuis une vingtaine d'années c'est quelque chose qui s'est à la fois répandu parmi des artistes et qui accède aussi à une reconnaissance, on va dire, institutionnelle, puisqu'il y a eu, alors je ne sais plus si je l'ai noté là ou pas, mais en tout cas, oui, si c'est là, il y a eu des expositions au Conservatoire national des arts et métiers, une autre exposition sur la Game Story au Grand Palais, des concepteurs de jeux vidéo qui ont reçu la décoration des arts et des lettres. Donc, enfin, il y a quand même une reconnaissance ici. Et le jeu vidéo est quand même la première industrie culturelle qui est fondamentalement globalisée pour de nombreuses raisons, notamment parce qu'on a des cycles courts, des productions importantes, une distribution qui est de plus en plus dématérialisée aussi, et qu'on a un public global aussi, et un public qui n'a pas forcément une culture en histoire de l'art, mais qui va reprendre en fait les codes des différents médiums. On va retrouver les codes, les codes de la photographie, on va retrouver les codes de la narration du cinéma, on va retrouver le code de l'intrigue en littérature. Donc il y a comme ça quelque chose qui peut être abordé aussi sous l'angle de l'histoire des arts. Et là, exactement comme pour Notre-Dame, le bossu de Notre-Dame, il y a eu un travail extrêmement minutieux qui a été fait avec les gens du patrimoine de Paris pour avoir une reconstitution la plus fidèle possible. Voilà, bon, je m'arrêterai là, il ne me restait pas grand-chose à dire de toute façon, mais voilà, un petit peu un panorama de cette diffusion d'une image pour voir comment elle a pu accéder à un statut d'icône d'image populaire par diffusion, réappropriation, détournement. Voilà, je vous remercie. Voilà, il est... Oui. Non, je voulais juste préciser quelque chose. Comme on a beaucoup parlé de Notre-Dame de Paris, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un musée à Bueil et dans l'Eure qui a été mis en place par la fille de Jean Delannoy et qui, depuis le mois d'avril, présente une exposition où il est question des décors de cinéma de ce qu'on fait et est mis à l'honneur les décors de Notre-Dame de Paris. D'accord. Ben, merci pour cette information. Alors, les PowerPoints seront mis en ligne sur le Padlet Histoire des Arts qu'on vous transmettra. Donc, le musée, redonnez-nous le nom du musée. Alors, c'est le musée Jean Delannoy et en fait, c'est dans la commune de Bueil. C'est écrit B-U-I-S. Et il a été mis en place par la fille Claire Delannoy. D'accord. Merci bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vous laisse aller déjeuner. Oui. Je crois que dans le jeu vidéo, par exemple, Oui. auquel j'ai joué, Oui. les enjeux esthétiques ne sont pas les mêmes. Je ne crois pas que le propos d'Assassin's Creed ce soit une approche esthétique Non. de Notre-Dame de Paris. C'est un moyen. Voilà. Oui. C'est presque quelque chose d'anecdotique. Oui. Qui n'empêche pas que ce soit extrêmement bien fait. Il y a aussi d'autres époques du jeu qui se déroulent. Oui, à la Révolution. Oui. Encore à Florence. Le propos du jeu est plus une approche historique, Oui. narrative, Oui. qu'un regard esthétique. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas derrière d'enjeu de nous parler finalement, de quelque chose du tout. Il n'y a pas d'autre enjeu que de parler de cette histoire sectaire, de cette histoire entre le bien et le mal. Oui.
Oui, oui. Sont en arrière-plan. Oui, oui. Bien. Bon, merci.